On est ravi de vous accueillir à nouveau pour cette troisième table ronde qui est animée par Alain Mahé, qui est directeur régional de l'AFPA Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alain, avec vos invités ici dans l'amphi de l'AFPA d'Istres et également à distance. Très bien, merci beaucoup Fabrice Marion. On va donc démarrer cette troisième et dernière table ronde de la journée en ce début d'après-midi. On va laisser progressivement les derniers nous rejoindre, mais comme des personnes sont à distance et je les en remercie, on va démarrer. Nous allons donc, sur cette table ronde, traiter du sujet en fait, de la formation des adultes à l'intelligence artificielle autour de la Méditerranée. On nous a dit ce matin, à plusieurs reprises, que des grandes puissances scientifiques et comme la Chine, comme les États-Unis, investissaient beaucoup en intelligence artificielle. Évidemment, quand on parle de ces puissances-là et de ces superpuissances économiques, on imagine les capacités d'investissement qu'ils ont. Donc on peut se dire que la France toute seule ne le pourra pas et ne sera pas à la hauteur, mais en raisonnant et en réfléchissant autour d'une zone géographique qui a forgé une grande partie de l'histoire des pays qui bordent le bassin méditerranéen, si nous avions ici, là aussi, dans ce domaine-là aussi, des programmes de développement, des programmes de coopération, des programmes ensemble d'interaction, peut-être que nous pourrions envisager l'avenir avec plus d'ambition. Voilà. Alors, interviendront cet après-midi Monsieur Ekel Drin, qui est président d'Africanda, ici présent à Istres, et je l'en remercie. Monsieur Eric Adja, à côté de lui, qui est président d'Afria. Ils nous diront tout à l'heure plus exactement ce que sont ces structures et l'importance qu'elles ont dans le domaine de l'intelligence artificielle. Nous aurons ensuite l'intervention excusez-moi, je regarde un peu mes fiches parce qu'il y a eu malheureusement deux personnes absentes. L'intervention de M. Eddy Bajol, je salue Salem Nabga, le président. M. Eddy Bajol qui représente la société Vectoris. Et donc là, on sera dans le domaine du transport et de la logistique avec une grande entreprise leader dans ce domaine-là et reliant les deux rives de la Méditerranée. Puis nous aurons l'intervention de M. Eddy Nasr. Et là, on passera avec des personnes à distance. Bonjour, M. Nasr, merci encore d'être avec nous, qui interviendra au nom de l'IECD depuis le Liban. Voilà. Puis nous aurons l'intervention de M. Bilal... alors à 15h, pardon, l'intervention de M. Huchan, qui n'est pas avec nous à cet instant, qui est le PDG de la société Innov Maroc et qui sera là à 15h. Puis l'intervention de M. Labidi, Bilal Labidi, qui est le directeur général de Industry XO, qui interviendra depuis la Tunisie. Et puis, enfin, nous terminerons avec cette table ronde, donc vous l'avez vu, très internationale, avec des intervenants sur l'ensemble des rives de la Méditerranée. Nous terminerons avec un Français, avec Jérôme Ribeiro, qui est présent au Maroc aujourd'hui, donc qui est à distance parce qu'il est présent au Maroc aujourd'hui, et qui est un grand acteur de l'intelligence artificielle, on le présentera tout à l'heure, et qui nous dira un petit peu quelle est, lui, sa vision de ce secteur, de son évolution, et justement des besoins tout autour de la Méditerranée. Voilà. Bon, les présentations étant faites, et comme les intervenants sont nombreux, la table ronde va être riche, je leur fais confiance aussi pour être complet, avoir de la précision et un peu de concision. La parole tout d'abord à M. Drin, qui est donc le président de Africanda et qui va nous dire qu'est-ce que c'est, quelle est la structure Africanda, son rôle, ses missions dans l'intelligence artificielle et votre vision de ce domaine. Merci bien, M. Mahé. Tout d'abord, ici. Là, vous avez un retour devant vous. D'accord. Retour écran. D'accord, merci bien. Alors, j'ai pas de slide, hein. D'accord, pas de souci.
Tout d'abord, je vous tenais à vous remercier de nous avoir invités. Mais je ne connaissais pas le centre AFPA. J'ai connu donc, le centre AFPA par le biais de M. Jasper, donc, qui est le préfet délégué ministériel à l'intelligence artificielle. Donc, je me présente, Aikel Drin, donc je suis un entrepreneur dans la tech. Donc, j'ai commencé très très tôt, à l'âge de 17 ans, avec une start-up qui a plutôt bien marché en franc français. Donc, j'ai eu pas mal de succès 97-98. Je me suis, entre guillemets, j'ai bifurqué dans la cybersécurité, où j'ai monté ma propre boîte aux États-Unis, et on a un bureau aussi à Paris. Et je voulais revenir donc à mon premier amour, qui était l'innovation, le domaine de la start-up. Et quand on parle d'IA, quand on parle de start-up, j'ai fait un espèce de benchmark. Donc j'ai pu voir tout ce qui se passait en Afrique, parce que je suis franco-tunisien. Et donc, j'ai rencontré pas mal de talents africains à travers le monde. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas d'offre de formation à l'IA en Afrique gratuite. Donc, j'ai fait mon petit benchmark. Et donc, Africanda. Alors, Africanda, c'est simple. Africa, c'est l'ancien nom de la Tunisie, donc Ifriqiya. Et Kanda, en swahili, c'est une langue qui est parlée en Afrique de l'Est. Ça veut dire famille-communauté. Et donc, avec un de mes associés, on a donc monté ce projet-là où, en 2017, on a commencé donc les premières formations à pouvoir attirer les talents africains. Il faut savoir qu'on a ouvert Africanda en Tunisie, non pas parce que je suis franco-tunisien, mais la Tunisie est le deuxième pays qui fournit le plus d'ingénieurs en Afrique. Le premier est l'Égypte, 18 000 ingénieurs par an. La Tunisie en fournit 13 000. Sur les 13 000, il y en a 8 000 qui sont dans la technologie. Sur les 8 000, il y en a 3 000 qui trouvent un emploi localement et 5 000 qui restent sur le carreau. Parmi alors, les 8 000, on a presque 72-73% de Tunisiens et le restant, ce sont des Africains donc subsahariens. Ça va de l'Afrique du Nord au sud, de l'ouest à l'est. Et donc on a lancé le programme pour attirer des talents africains, pour les former gratuitement. Alors bien entendu, on peut parler d'une formation un petit peu élitiste, parce que la plupart de nos personnes ont un background, soit donc des doctorants en mathématiques, soit ils ont fait donc les écoles d'ingénieurs, et nous on les forme pendant 6 mois. Et pendant ces 6 mois, en fait, ils apprennent tout un tas de choses. Du machine learning, du deep learning, tous les types de code, notamment Python, donc Python et ainsi de suite. Et on leur offre un contrat de travail, donc ils travaillent pour nous, pour nos sujets. Ça peut être le trafic des faux médicaments avec la Fondation Brazzaville. Ça peut être des sujets liés à la cybersécurité en utilisant l'IA pour certains clients français, comme le groupe Smovengo de Lagardère ou M. Yves Guénin donc avec Optique 2000, je pense que vous connaissez Audica, où on sécurise un petit peu les boutiques par le biais donc, de certaines technologies en utilisant l'IA. Et au fur et à mesure, je me suis dit qu'il fallait un petit peu développer cette formation et qu'il fallait aider aussi les startups. Donc on a pris donc, certaines participations avec un startup studio, un incubateur qui s'appelle le Factory 619 en Tunisie. Alors le 619, c'est le code TVA de la Tunisie. Et on a ouvert un bureau à Marseille, donc pas très loin d'ici, qui s'appelle le Factory 319. Et on a utilisé donc la verticale qui est liée à la e-santé, juste avant le Covid. Et donc on a pris pas mal de succès durant le Covid, où on a accompagné la PHP, donc les assistances publiques des hôpitaux de Paris, le ministère de la Santé en France, Covidar et Covidom. Donc c'était deux projets qui étaient destinés aux personnes qui étaient atteintes donc, du Covid, avec l'analyse donc, des radios des poumons. Et donc on a développé le secteur de la e-santé. Et aujourd'hui, donc, on a développé un troisième projet qui permet un petit peu aux porteurs de projets africains, européens, à pouvoir mettre leurs projets sur une plateforme qui s'appelle Afriquity, qui a une licence donc, auprès de l'AMF, donc, qui est sous l'égide de la Banque de France. Et en fait, n'importe quel porteur de projet peut mettre son projet sur cette plateforme de crowdfunding et qui est connecté avec des investisseurs, des family found, des business angels qui peuvent prendre des participations sur le projet.
Le but, c'est vrai que cette matinée, on a entendu parler de pas mal de très belles choses. L'impact aussi dans le domaine de la formation lié à l'IA. Alors, il y a l'IA, on peut en prendre à toutes les sauces, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut répondre aux besoins locaux du marché. Je ne connaissais pas, comme je vous l'ai dit auparavant, le centre AFPA. J'ai pu un petit peu me documenter, j'ai pu voir qu'il y a de très très belles synergies à co-construire ou même à développer. Et je pense que si nous avons choisi la ville de Marseille pour s'implanter, je pense que le département Bouches-du-Rhône, la région PACA, est une des régions les plus propices pour créer un pont avec l'Afrique, mais aussi avec d'autres pays. Il faut savoir que la mer Méditerranée, c'est la seule mer qui connecte 3 continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique, et qu'il y a un impact assez important dans le domaine de la formation lié à l'IA. On parle des professionnels donc de l'industrie 4.0, on parle des soudeurs. La plupart des soudeurs aujourd'hui, on est en manque de soudeurs en France, mais on n'a pas de soudeurs connectés par rapport à leur corps de métier. Donc il y a pas mal de verticales à créer ou à développer selon le besoin local. Et j'aimerais ajouter aussi le point sur l'intelligence collective. Ça veut dire qu'à un moment donné, lorsqu'on voit qu'un projet peut se faire ou peut se développer, je pense qu'on doit mettre notre ego de côté et voir quelles sont les synergies que l'on peut co-créer entre les deux rives, notamment entre la rive nord, en France, qui est pour moi, en tant que Français, un des pays pionniers dans l'hémisphère nord, donc de l'autre côté de la Méditerranée, et l'hémisphère sud. Bon, ça peut être la Tunisie, mais ça peut être l'Algérie, le Maroc, le Bénin, le Liban, l'Égypte, donc différents pays. Et tant qu'il y a des opportunités qui peuvent se créer, je pense qu'il faut les saisir. Et à un moment donné, nous, donc, en tant qu'Africanda, en tant qu'entrepreneur, si je vois qu'il y a une opportunité, si je vois qu'il y a quelque chose qui peut se faire avec un impact social, l'employabilité, la formation, parce qu'au-delà même du temps, n'importe quel métier évolue. Et je pense que l'IA est une des clés de voûte qui va permettre à chaque corps de métier de pouvoir évoluer, de se perfectionner et d'améliorer, entre guillemets, ses capacités et d'être plus compétitif. Aujourd'hui, on parle donc du centre AFPA, de nos expériences, mais on parle aussi de la mondialisation. Aujourd'hui, il y a un impact aussi avec d'autres pays, avec d'autres centres de formation, avec d'autres corps de métier. Et donc, si on ne peut pas co-créer, si on ne peut pas faire avancer cet écosystème, je pense qu'on va devenir has-been, donc on va être mis sur le côté. Et l'intelligence collective fait qu'on peut partager, entre guillemets, ces formations-là, on peut partager, on peut s'entraider pour avoir donc cet impact social. J'ajouterais aussi le fait que l'innovation est en perpétuelle évolution. Je ne connais pas, donc, avec tout le respect que je vous dois, tous les métiers qui sont formés ici au centre AFPA, mais je pense qu'il y a de très très belles synergies où on peut travailler ensemble, où on peut développer certains sujets qui peuvent avoir un impact local, départemental, régional, voire national. J'ai entendu parler, monsieur le préfet tout à l'heure, qui disait pourquoi pas un centre méditerranéen de l'IA. Pourquoi pas, ça peut le faire. Il y a une réglementation qui est sous l'égide de la RGPD, qui est assez bien conçue. Il y a de très très belles têtes pensantes, d'un côté de la rive et de l'autre côté aussi. Et je pense que créer non pas un pont, mais des ponts, pourrait faire avancer les sujets, et surtout que là, avec la période post-Covid, on parle donc de restructuration, on parle d'évolution dans les différents métiers, et pour éviter, entre guillemets, de mettre les personnes qui ne peuvent plus travailler comme auparavant parce que leur corps de métier n'a pas évolué, eh ben, on pourrait les former à de nouveaux métiers. On a parlé donc de Data Steward ce matin, différents aussi corps de métier. Alors, ce n'est pas des formations qui sont difficiles, on ne parle pas de coder ou autre, mais comme l'a précisé aussi ce matin Kevin Polizzi qui était là, c'est aussi un certain nombre de mois de formation qui va permettre de mieux centraliser le travail au cœur même du métier. Et donc de ne pas avoir une personne qui va perdre son emploi, mais au contraire une personne qui va avoir une nouvelle tâche, qui va avoir une nouvelle mission et qui va pouvoir être une clé de ce succès,
notamment dans l'évolution de l'IA. Et ce qui est intéressant, c'est que l'État, notamment on a pu voir les différents, le sous-préfet et le maire ce matin, sont très sensibles à cette question-là. Il faut savoir que dans certains pays, notamment, pour ne pas les citer, en Espagne ou voire même d'autres pays en Afrique, le gouvernement ou même les acteurs locaux politiques ne sont pas à l'écoute de cette question-là. Par manque peut-être de communication, par peur aussi, parce que dès qu'on parle de l'IA, on n'a pas toutes les informations, on n'a pas toutes les définitions adéquates qui vont nous permettre de comprendre le sujet. Mais j'ai vu ce matin quand même qu'il y avait un engouement de la part du politique, de la part de l'État. Et je pense que c'est un bon point et qu'il faut savoir utiliser et profiter donc, de leur engagement pour pouvoir mieux avancer. Donc voilà, je vais remettre... Mais écoutez, c'est... Alors dans le timing, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci infiniment parce que voilà, vous avez, je crois, bien dressé le portrait, le contexte et on sent bien que c'est un domaine dans lequel vous êtes acteur, ouvert au partenariat. Donc là, il y a des choses qui résonnent déjà très très bien aujourd'hui. On passe maintenant la parole à Monsieur Adja, Eric Adja. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Vous êtes titulaire d'un doctorat en IA et vous êtes président d'Afria, qui est l'agence francophone pour l'intelligence artificielle. Donc je vous laisse la parole pour nous présenter Afria, votre action et votre vision aussi sur les besoins de formation et les besoins de compétences. Merci, M. Maillet. J'ai prévu un PowerPoint qui va s'afficher normalement. Merci voilà. À l'AFPA pour l'invitation et à la DMIA avec laquelle nous travaillons depuis quelques années. L'Afria, justement, a été portée sur les fonds baptismaux, comme on dit, dans les locaux de l'ancien centre des hautes études du ministère de l'Intérieur, dont le préfet Jaspers était directeur, avant d'être nommé délégué ministériel à l'intelligence artificielle. Donc l'Afria, en fait, c'est une initiative née en France, mais pour les pays francophones, pour l'ensemble des pays francophones, afin de développer des formations en IA. Nous avons un siège à Genève auprès des Nations Unies et nous développons surtout 3 domaines d'activité, la formation, la sensibilisation et puis la communication. Alors, je sais que la prochaine slide parle surtout de nos axes stratégiques. Voilà. L'Afria travaille autour de 3 piliers. La gouvernance, sensibiliser surtout les gouvernants. Justement, tu en as parlé tout à l'heure, la volonté politique. C'est la même problématique en France, en Afrique ou ailleurs. Il faut que les politiques soient sensibilisés sur les enjeux de l'IA. Parce que les enjeux ne sont pas que réglementaires, juridiques, il y a aussi des enjeux éthiques. Il faut pouvoir créer des lois pour encadrer tous les enjeux de données personnelles. Parce que l'IA n'a pas que des avantages. Il y a des enjeux, il y a des enjeux liés à la vie privée, des enjeux liés aux données personnelles. Et c'est important que les aspects éthiques, on n'en parle pas souvent parce que les aspects techniques prennent le pas sur ces aspects humains, humanistes. Et une des visions de l'Afria, c'est de promouvoir une vision humaniste de l'IA au service des humains, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux liés aux inégalités, liés par exemple à ce qu'on appelle les biais. Parce que l'IA, c'est des algorithmes qui ne font que rendre ce qui a été programmé. Et en fonction des biais, des préjugés des informaticiens, vous avez des IA qui font des discriminations par rapport aux femmes, par rapport à certaines catégories d'employés. Donc il est important que ces enjeux soient programmés aussi dans la machine pour que l'IA soit respectueuse de la diversité des gens, diversité des langues. Voilà pourquoi nous nous battons pour qu'il y ait une IA qui reste aussi francophone. Vous vous rendrez compte qu'il est souvent question de machine learning, deep learning. Nous plaidons pour qu'on parle d'apprentissage machine, qu'on parle d'apprentissage profond, qu'on puisse parler de l'IA en français. Ce n'est pas un combat d'arrière-garde, c'est un combat de la diversité culturelle, linguistique et humaine qui est un enjeu
pour nous capitale. Sinon, le risque, c'est que l'IA ne puisse contribuer justement à cette pensée unique de pouvoir uniformiser disons, la pensée. Bon, ça, c'est des aspects sur lesquels il y a beaucoup d'écrits aujourd'hui. Et c'est à travers la gouvernance, à travers la formation et surtout la communication qu'on peut garder une certaine vigilance citoyenne par rapport à l'IA. Prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, nous sommes implantés surtout dans quelques pays en Afrique, au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Nous avons un bureau au Vietnam, en Asie du Sud-Est, qui est un pays membre de la francophonie, et puis au Canada. Là, je passerai rapidement là-dessus pour la prochaine slide. Nous avons récemment publié un ouvrage sur les enjeux de la coopération internationale en matière de l'IA. Notre objectif est de faire en sorte que l'IA ne soit pas que l'apanage des spécialistes, mais aussi des philosophes, des diplomates, pour que l'IA devienne aussi un enjeu justement de coopération entre les pays pour favoriser les échanges. C'est d'ailleurs la prochaine étape, nous parlerons des enjeux de formation entre l'Europe et l'Afrique, entre la France et l'Afrique, entre la Méditerranée et l'Afrique, parce que justement l'IA peut permettre de tisser des ponts pour faire en sorte qu'il y ait vraiment des coopérations interuniversitaires ou des coopérations dans la formation professionnelle, dans la formation des adultes. Ce sera, je crois, l'objet des prochaines... Bon, ça, c'est la liste de quelques partenaires que nous avons mentionnés. Nous pourrons continuer sur les prochaines slides. Actuellement, nous faisons une formation sur tout ce qui est IA et New Space, l'IA et le spatial, parce qu'il y a des enjeux aussi par rapport aux satellites, pouvoir faire en sorte que l'IA puisse permettre de mieux observer la Terre, tous les enjeux de changement climatique. L'IA a aussi son mot à dire dans l'interprétation des données issues de l'observation spatiale. Ça, c'est l'un de nos projets actuellement pour être dans ce que nous faisons au niveau de la recherche et de la formation. Alors, comme je ne vois pas très bien depuis ici, je vais me lever parce que ça devient la partie la plus concrète de l'exposé. Alors, quelques initiatives en matière de formation en IA en Afrique actuellement. Il y a un centre africain de l'IA basé à Brazzaville qui vient d'être créé avec l'appui de la Commission économique pour l'Afrique, qui fait surtout de la recherche. Nous avons le Dakar Institute of Technology au Sénégal, qui fait des certifications en licence, en master, surtout dans le domaine Big Data. Au lieu de Big Data, j'aurais dû dire données massives, ouais, hein, pour rester en français, pour rester cohérent, n'est-ce pas, avec notre idée. Mais voilà, c'est difficile, mais il faut essayer de rester francophone. Et justement, il y a des formations sur la programmation, sur le langage Python, dont on a parlé ce matin, sur un certain nombre le traitement automatique du langage naturel, le traitement d'images. En Égypte aussi, il y a un institut très important de technologie de l'information. En Afrique du Sud, au Kenya, au Ghana. Donc, il y a des pôles de formation qui se mettent en place. Et justement, l'idée, c'est de pouvoir voir comment créer justement des partenariats avec ces institutions qui, justement, sont beaucoup plus dans le général et qui auraient besoin de formation, surtout dans le domaine professionnel, de formation des adultes, parce que c'est le parent pauvre. C'est le parent pauvre des formations en Afrique, le côté vraiment professionnalisant, le côté des métiers. Et je crois qu'il y a des éléments de partenariat assez intéressants à noter avec ces différentes structures qui ont déjà des formations en intelligence artificielle. Un exemple concret de coopération franco-africaine, justement, l'AFRIA a signé l'année dernière avec l'ESTIA, l'École supérieure des technologies industrielles avancées, à Biarritz. Nous avons signé un partenariat pour créer un master en intelligence artificielle entièrement à distance. C'est l'un des tout premiers masters aujourd'hui qui est complètement délocalisé à travers ce qu'on appelle des campus associés numériques et qui permettent à des étudiants au Bénin et en Côte d'Ivoire de pouvoir préparer un master en IA sans bouger de leur pays, pour pouvoir permettre justement aux gens de rester dans leur pays, mais de pouvoir suivre des formations de haut niveau. Et ça, c'est un des enjeux aussi, une des réponses indirectes, bien sûr, aux questions de flux, aux questions de migration. Je crois que c'est important de pouvoir favoriser ce genre de formation à distance. Et il y a d'autres pays, justement, en discussion, où on pourrait aussi, avec certainement d'autres institutions, créer ce genre de passerelle en ligne. Alors, justement, l'idée, c'est quoi? Avec l'UNESCO a identifié des besoins
et des opportunités en matière de formation en intelligence artificielle. Un des premiers besoins identifiés par l'UNESCO, c'est comment accompagner les pays à créer et à renforcer le cadre réglementaire. C'est-à-dire que beaucoup de pays africains aujourd'hui ont besoin de conseils pour rédiger des stratégies nationales en IA. Puisque il n'y a pas si longtemps que la France l'a fait avec le rapport Villani, c'est en 2018. Donc, mais avec ce qui s'est rédigé déjà, il y a aujourd'hui, sur la base de la stratégie française de l'IA et d'autres pays européens, il y a matière à fournir du conseil et de l'appui, de l'assistance. Pourquoi? Parce que si la France ne le fait pas, si l'Europe ne le fait pas, ce sera la Chine, ce sera les États-Unis, mais qui ont une vision de l'IA complètement différente. La vision chinoise de l'IA, c'est vraiment une IA au service uniquement du gouvernement, c'est-à-dire permettre de mieux gérer la population avec tout ce qu'on sait comme restriction à la liberté. La vision américaine de l'IA est, comme il fallait s'y attendre, très orientée vers les entreprises qui recueillent à tout va les données, avec les GAFAM, Google, Amazon, Facebook. C'est une IA uniquement au service vraiment du business mercantile. Donc entre une IA uniquement, pratiquement mercantile et une IA uniquement au service de l'État et du parti, il y a une vision européenne de l'IA qui est une vision humaniste basée sur le droit à travers la réglementation générale RGPD, la protection des données. L'IA à l'européenne est une IA justement qui a une vision humaniste, qui est fondée sur les valeurs de l'Europe. Et cette IA-là, à notre avis, correspond mieux à ce dont l'Afrique pourrait avoir besoin aujourd'hui pour ne pas devoir choisir entre l'IA américaine et l'IA chinoise, mais une IA justement européenne. Et justement, à cause de cette contiguïté historique, géographique, territoriale, il y a un enjeu non seulement civilisationnel, mais il y a un enjeu technique, un enjeu économique, et de pouvoir faire de l'IA justement avec les techniques européennes, avec la vision européenne de l'IA qui est d'être au service des entreprises, mais avec la protection des données personnelles. Donc là, c'est vraiment un des besoins et opportunités en matière de coopération avec l'Afrique. Le deuxième besoin, on en a parlé, c'est les formations diplômantes et certifiantes, orientées métiers. On a parlé des data scientists, des data stewards, donc il y a vraiment un besoin. Il y a un besoin, mais c'est un besoin qui n'est pas que, disons, qui n'est pas que seulement utile, c'est un besoin qui peut être financé, qui est finançable, qui est solvable, parce qu'il y a des budgets, de l'Union européenne, il y a des budgets de l'AFD pour accompagner ces pays. Donc si des institutions comme l'AFPA en ont la vision, il y a effectivement ce qu'il faut pour que ce soit une formation, ce soit une coopération qui puisse être solvable. Et enfin, le conseil en accompagnement des entreprises et start-up pour stocker des données, des data centers, pour la cybersécurité. Il y a vraiment justement beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Mais l'enjeu, au-delà vraiment des aspects techniques, une fois de plus, l'enjeu c'est vraiment le choix en termes de projet de société. Parce que l'IA, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas neutre. On parle d'algorithmes, on parle de données, mais il y a toujours derrière, il y a une vision. Et pour nous, il est important de pouvoir identifier ces opportunités et voir qu'on peut y répondre. Je crois que c'est l'objet du dernier slide, puisqu'on a beaucoup parlé de Python ce matin. Pour nous, l'un des enjeux d'une coopération euro-méditerrano-africaine, c'est de dompter le Python de l'IA afin de ne pas devoir en avaler les couleuvres. Je vous remercie. Voilà. Excellente. Remarquable chute, dompter le Python pour ne pas avoir avalé la couleuvre. Une IA donc francophone et une IA humaniste, parce que la donnée n'est pas neutre. Voilà. Et son utilisation, encore moins, son traitement, nous l'avons compris. Je passe maintenant la parole à monsieur Eddy Bajol, qui représente la société Vectoris, qui est aussi représenté par son président qui nous a rejoint et que nous saluons, partenaire de l'AFPA d'ailleurs, autour d'un projet qui ne concerne pas directement Vectoris, mais lui, ses engagements, avec l'Institut méditerranéen de formation au métier de la mer de Tunis, qui est aussi donc représenté, dont il est le président. Monsieur Bajol, bonjour. On vient maintenant dans un domaine d'activité qui est celui du transport et de la logistique. Alors évidemment, Marseille, c'est la
c'est la porte de l'Orient, c'est le premier port méditerranéen pour nous, c'est 26 siècles d'échanges marins. C'est aussi le siège et le lieu d'un leader mondial, CMA-CGM, dont vous êtes partenaire. Mais avec vous, on a voilà, une entreprise qui est de taille importante, qui est implantée des deux côtés, qui est dans ce domaine du transport, de la logistique, a priori technique, on roule, on transporte des choses, et il est très concerné, très traversé, lui aussi, par l'intelligence artificielle. Pouvez-vous nous dire donc, en 2 mots, Vectoris, l'intelligence artificielle dans votre domaine, et comment vous voyez aussi les besoins de formation, monsieur? Très bien. Donc tout d'abord, merci de m'avoir invité. Avec une chute précédente, je ne sais pas comment je vais commencer. Alors, déjà, je me présente, je m'appelle Eddy Bajol, je suis responsable processus groupe et chef de projet ERP, donc pour le groupe Vectoris. Je vais présenter également, je fais un doctorat actuellement, je suis en 2e année, donc sur des thématiques sur les systèmes d'information et l'alignement des projets SI dans les entreprises. Le groupe Vectoris en quelques mots. Donc le groupe Vectoris, donc tout d'abord, Vectoris, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le transport et la logistique avec l'Afrique du Nord. Leader dans le RoRo. Donc RoRo, c'est quoi? C'est roll-on, roll-off. Hein, c'est les bateaux, quand les remorques rentrent dans les bateaux et qu'elles sortent du bateau. Donc le type de bateau, ce sont des RoRo. C'est pour ça qu'on appelle ce type de transport le transport RoRo. Donc essentiellement avec la Tunisie et le Maroc, c'est une entreprise qui donc a actuellement plus de 1000 remorques, plusieurs hubs européens également. Et donc aujourd'hui, l'activité principale de Vectoris, c'est d'aller charger de la marchandise en Europe et de la livrer donc au Maghreb, et le chemin inverse donc du Maghreb vers l'Europe, avec plusieurs milliers de traversées maritimes tous les ans. Donc c'est un groupe qui a une très forte croissance, hein, et donc effectivement les technologies, les systèmes d'information, on est aujourd'hui en pleine transformation organisationnelle, on déploie énormément de systèmes d'aide à la décision pour les utilisateurs, et donc aujourd'hui c'est un vrai défi donc, de faire adopter ces systèmes aux utilisateurs pour continuer à être compétitifs et performants au niveau de nos clients. Ce que je voulais dire donc, pour l'intelligence artificielle, effectivement, je vais commencer par le monde du transport. Le transport, on croit comme ça que c'est un métier assez facile, on voit des camions rouler, mais en fait, c'est un monde extrêmement complexe, avec énormément de variables à prendre en considération. Comme ça, sur une traversée de bout en bout, on va avoir une typologie de clients différentes, avec des moyens avec lesquels on peut aller. Parfois, on peut y aller en porteur, parfois, on peut y aller en semi-remorque. En fonction de la géographie du pays, on va avoir des temps de route qui sont différents. On va également avoir des aspects sur la réglementation. La réglementation européenne n'est pas la réglementation française, qui n'est pas la réglementation en Tunisie. On va avoir également des variables qui concernent l'écologie, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de nos clients, et en général dans le monde du transport, demandent à leurs partenaires d'être éco-responsables. Donc, à un moment donné, on va avoir des dizaines de variables à intégrer pour avoir une décision. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on charge? Quand? Dans quel véhicule? Est-ce qu'on met un équipage simple? Est-ce qu'on met en double équipage? Est-ce qu'on le fait partir avec cette compagnie, etc. Quand on parle de Méditerranée, bien sûr, il y a la mer. Et donc, il y a quelque chose qui nous différencie par rapport aux autres, c'est qu'on doit monter les remorques dans des bateaux. Et donc là, on a encore une variable qui est difficilement prédictible, c'est la traversée maritime. En fonction du temps, de la météo, en fonction de la grève, hein, parce qu'on est sur le port de Marseille, il ne faut pas oublier. Donc effectivement, on a énormément de variables à maîtriser qui peuvent qu'à un moment donné, on peut être en retard. Et ça peut être très préjudiciable pour des entreprises comme nous, puisque on livre des équipementiers automobiles pour lesquels on a des milliers d'euros de pénalités si on arrive même 1 heure en retard. Et donc là-dedans, l'humain doit prendre des décisions rapides et avec des marges au final qui sont faibles pour le monde du transport. Et donc aujourd'hui, des technologies comme l'intelligence artificielle pourraient permettre d'envisager des solutions rapides et acceptables. On est sur des algorithmes qui sont heuristiques. Ça veut dire qu'on doit trouver une solution acceptable. On ne trouve jamais la meilleure solution. C'est-à-dire que dans un environnement multi-contraintes, on trouve une solution acceptable en un temps record. Donc, les technologies comme l'intelligence artificielle demain pourraient permettre
d'envisager des solutions rapides, mais également des solutions qu'un humain ne pourrait pas envisager étant donné le nombre de variables qui sont à intégrer dans un temps record. En fonction de la demande qui pourrait être calculée par exemple sur l'historique, en fonction de la météo, parce que nous les particuliers, nous n'avons pas les prévisions météo, mais les entreprises peuvent les acheter à des mois. Donc en fonction d'un certain nombre de critères, on pourrait arriver à faire les bons choix. Et je pense que ça, c'est vraiment le rôle de la technologie dans une entreprise, c'est lui permettre de faire les bons choix en temps et en heure. Et ça ne remplacera pas l'humain, mais en tout cas, ça va lui apporter un support non négligeable pour travailler au quotidien dans ses prévisions, dans sa planification et dans son exploitation. Ensuite, on parlait effectivement de la formation. Alors, c'est la fameuse théorie de Williamson, est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on fait faire? Est-ce qu'on internalise ces fonctions en interne et avec des départements qui sont entièrement dédiés à l'intelligence artificielle? Il faut savoir que le monde du transport, c'est un monde qui est vieux, avec des vieilles pratiques encore. Chez Vectoris, on a un département informatique en France, en Tunisie. C'est rare encore les prestataires qui ont autant développé leur système d'information. En général, les prestataires font appel à d'autres sociétés, des SS2I ou des SI spécialisés pour développer leur système. Donc nous, chez Vectoris, on a un département spécialisé qui s'occupe des systèmes d'information, bien qu'on fait appel à d'autres prestataires. Mais si demain, on devait intégrer cette fonction au sein de nos équipes, effectivement, il faudrait des formations. On vient de voir tout à l'heure, effectivement, qu'il y a des masters spécialisés, il y a des écoles de commerce qui proposent des écoles vraiment spécialisées là-dedans, dans lesquelles, effectivement, les développeurs viendraient intégrer ces algorithmes pour, effectivement, traiter la masse de données qui arrive de nos systèmes. Alors la question c'est est-ce qu'on aurait un besoin assez fort pour embaucher en direct des ingénieurs? La réponse est peut-être oui, parce qu'effectivement on a de plus en plus besoin de prévision, de décision, et ça c'est plus complexe quand on passe par un prestataire qui ne connaît pas forcément nos besoins, notre manière de travailler, notre culture, etc. Entreprise. Donc voilà, je pense que j'ai respecté mon temps. Oui, parfait. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Mais merci beaucoup. Merci effectivement de ce témoignage qui est très très clair et qui montre, parce que ce matin, vous n'avez pas tous eu la possibilité d'être là sur la matinée, où nous disions que c'était l'intelligence artificielle et par définition quelque chose qui traverse tous les secteurs, tous les domaines. Et vous avez parfaitement montré, expliqué, c'était très clair, comment dans un domaine parfois encore traditionnel, mais qui se modernise comme celui du transport et de la logistique, l'intelligence artificielle joue aussi son rôle. Je voudrais passer la parole maintenant. On va passer à des intervenants qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Je vais donner la parole à Monsieur Nasr, qui est responsable de programme pour l'IECD, c'est l'Institut européen de coopération et de développement au Liban. Monsieur Nasr, merci encore d'être avec nous à distance. Comment est-ce que, du côté du Liban, justement, quand on est par ailleurs partenaire aussi avec l'AFPA sur plusieurs projets sur lesquels nous soumissionnons et nous candidatons en ce moment, donc on avait eu l'occasion d'échanger. Et je me souviens, lors du forum des mondes méditerranéens qui s'était tenu il y a quelques mois à Marseille, dans une table ronde, je regarde Magali Cirérol qui était là, qui était à cette table ronde aussi. Comment, voilà, je sais qu'on en a parlé, quels sont aussi les obstacles, quels sont les facteurs et les paramètres qui peuvent être des freins au développement ou à l'utilisation de l'intelligence artificielle? Il y a une dimension que M. Nasr avait évoquée avec moi, que je trouvais intéressante aussi, de faire apparaître dans cette table ronde, où c'est normal, c'était le but de la journée. Depuis ce matin, on voit l'IA avancer et se développer, presque au-delà de toute contingence. Or, il y a des contingences. M. Nasr, à vous de nous dire comment du Liban, vous vivez parfois les choses sur ce plan-là. Bonjour du Liban, vous m'entendez? Très très bien. Et on vous voit très bien. Très bien. Merci pour ce temps que vous m'avez accordé pour cette intervention. Et quand j'entendais les collègues qui ont parlé, je comprends plus l'ampleur de cette grave crise économique qui a
qui passe au Liban depuis 2019 et qui a fait effondrer tous les secteurs. On parle du secteur industriel, le secteur des services, le secteur touristique, le secteur de santé, le secteur de l'éducation, qui étaient vraiment les secteurs où le Liban était un des pays, les premiers pays dans la région. Et maintenant, nous sommes un des derniers pays. Toute l'infrastructure est vraiment démolie. On est revenu à zéro à cause de cette crise économique où on ajoute la crise politique, on ajoute la crise sanitaire qui a vraiment durant ces 3 dernières années ont beaucoup affecté le pays. Aujourd'hui, on trouve la Tunisie, le Bénin, la France, où on avance dans l'intelligence artificielle. Nous, aujourd'hui au Liban, on a 1 heure d'électricité. On a le système, l'infrastructure d'Internet et de communication vraiment souffre. Et quand on parle de ça, on ne peut pas penser à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la main-d'œuvre qualifiée a quitté le pays pour trouver une meilleure vie, un meilleur emploi, vu la dévalorisation de la livre libanaise. Et donc, aujourd'hui, la main-d'œuvre libanaise restante est beaucoup moins coûteuse. Donc, investir dans la main-d'œuvre ou laisser les personnes travailler, tout d'abord, est plus important, moins coûteux que d'investir dans l'intelligence artificielle où, tout d'abord, il n'y a pas la main-d'œuvre qualifiée pour la gérer et 2, il n'y a pas de besoin aujourd'hui. Si on disait le secteur bancaire était un des meilleurs dans la région, aujourd'hui, les Libanais ont de l'argent dans les banques, ils ne peuvent pas les retirer. Si on dit le secteur éducatif où les universités et les écoles étaient des premières dans la région, aujourd'hui, tous les enseignants et les docteurs des universités ont quitté le pays. Si on parle du secteur hospitalier où le Liban était vraiment... toutes les personnes venaient au Liban pour prendre les soins médicaux. Aujourd'hui, il y a 8000 besoins d'infirmiers et infirmières au Liban pour 16 000. Donc, on est à peu près à 50% de manque en personnel infirmier. Tout ça sont des obstacles pour mettre en place une formation professionnelle en intelligence artificielle. On sait que c'est un besoin et c'est le futur. Mais la réalité, aujourd'hui, on n'est pas encore là au Liban. Il faut vraiment prendre les besoins, les besoins essentiels, assurer le minimum de services, le minimum de travail pour les Libanais pour penser plus au futur. Aujourd'hui, si le Liban s'investit dans l'intelligence artificielle, je crois qu'on n'aura pas les résultats parce que l'infrastructure est très, très, très faible, d'une façon que même si on a les outils, on ne peut pas les utiliser. Je donne un exemple. En formation, on a essayé de mettre en place des exercices en réalité augmentée. On a essayé de créer des formations sur des systèmes en électrotechnique, en maintenance, pour les élèves, pour les bénéficiaires en formation professionnelle, spécialement durant les confinements. Et on s'est rendu compte que les formateurs et les élèves n'ont pas pu avoir accès sur ça parce que leur portable ou leurs laptops ou leurs ordinateurs ne pouvaient pas supporter cette technologie. Donc, même si cette technologie est mise en place, on n'a pas les moyens de la faire parvenir à beaucoup de gens au Liban. Et aujourd'hui, disons, acheter un bon ordinateur est à, disons, $1000. $1000, c'est aujourd'hui au taux du marché noir dans la livre libanaise, c'est 30 millions livres libanaises, où la plupart des Libanais ont un salaire de 3 à 4 millions. Donc même un Libanais ne peut pas acheter un bon ordinateur pour travailler. Et là, je crois que ce sont des grands freins et des grands obstacles qu'on ne peut pas les surmonter facilement. Il faut trouver des solutions au niveau national pour dépasser cette crise et arriver vers un meilleur endroit où on peut dire, voilà, l'intelligence artificielle peut être implémentée d'une façon logique. On a le besoin en termes de personnel, en termes d'infrastructure et en termes de formation. Aujourd'hui, ces 3 piliers ne sont pas existants. Même si on peut faire la formation, les 2 autres, on ne l'ont pas et on ne peut pas avancer sans ces 3 piliers.
Donc malheureusement, sur cette rive de la Méditerranée, nous sommes beaucoup en retard sur l'intelligence artificielle. Et ça montre un peu la différence de niveau ou de qualité de service entre les différents pays. On espère, avec la CMA-CGM qui va venir prendre en charge le port de Beyrouth et le rebâtir après l'explosion de 4 août 2020, que ça va donner du travail en logistique, et en coordination et toutes les choses là qui ont été évoquées. Peut-être c'est un premier pas vers la mise en œuvre de cette intelligence artificielle et le premier pas vers le début d'un nouveau chapitre. Mais jusqu'à maintenant, malheureusement, on est encore beaucoup loin de ce qui a été évoqué durant cette table ronde. Voilà, merci beaucoup. Alors, bien sûr, je savais que ce témoignage serait un peu marquant. On sent que M. Nas parle de vécu. Hein. Et en tout cas, le message aussi autour de cette table ronde de M. Nas, et que nous connaissons tous la grande histoire du grand peuple libanais, sa résilience. Et nous sommes certains et confiants dans son avenir. Et en tout cas, c'était bien que vous soyez avec cette tonalité de difficulté dans cette table ronde pour qu'on puisse vous témoigner, nous, notre amitié, mais au-delà, notre volonté de pouvoir ensemble œuvrer pour aider aussi, secteur par secteur, géographique, économique, le Liban et les pays qui en ont besoin à se développer, parce que, on l'a dit aussi depuis ce matin, l'intelligence économique est aussi un levier de croissance, un facteur de rentabilité, un accélérateur de rentabilité, pris à prendre au sens humaniste, comme le disait le docteur Adja, c'est-à-dire créateur de richesse et créateur de meilleur social. Voilà, donc vous pouvez, et nous sommes partenaires, vous pourrez compter sur nous. Je passe maintenant la parole à Monsieur Labidi, Monsieur Bilal Labidi, qui est directeur général de... alors, je vais le dire en anglais, Monsieur Adja, mais avec un accent du français du Sud. Alors, comme ça, vous allez voir, tout le monde comprend. Industry XO, voilà. Et vous êtes, Monsieur Labidi, fondateur et directeur général de cette entreprise qui a plusieurs activités, dont une dont vous m'avez parlé, et d'accompagner justement le développement, l'innovation et les évolutions des industries vers l'industrie 4.0, dont nous avons aussi un peu parlé ce matin autour de l'étang de Berre, autour du bassin d'Istres et du complexe pétrochimique et industriel de Marseille et Fos. Voilà. Donc je vous laisse la parole pour présenter votre entreprise, vos activités et votre approche de la formation dans ces activités. Merci. Je commence par me présenter. Donc, Bilal Labidi, comme vous l'aviez dit, directeur général de Industrie X.0, qui est une start-up en fait tunisienne qui opère sur l'accompagnement des industriels à travers nos solutions technologiques pour une migration fluide et progressive vers l'industrie 4.0. Et en effet, aujourd'hui, en fait, les enjeux de l'industrie, c'est des enjeux un peu spécifiques qui ont une relation directe avec les différents maillons de la chaîne macroéconomique, de l'éducation, de la formation, ainsi que la logistique, tels que la Vectoris ou d'autres acteurs. Et là, actuellement, je vais être un cran dessous et je vais aller plus terre à terre par rapport à mon intervention. Très bien. Donc du coup, nous, chez Industrie X.0, en fait, lors du lancement, nous avons étudié le terrain à travers des solutions spécifiques pour automatiser des processus, pour collecter les données. On a vu que le terrain, il manquait beaucoup d'outils pour récolter les données nécessaires, pour bâtir derrière une intelligence qui pourra aider à la prédiction, à la prise de décision,
dans le niveau de managérial, que ce soit dans le middle management ou dans le top management. Et face à ce challenge, en effet, nous avons conçu un outil qui permet de se connecter avec différents capteurs, différentes machines, et qui croise les données avec des données remontées manuellement via des opérateurs, via les techniciens ou les ingénieurs, pour les croiser, pour ensuite rediffuser ces informations après les avoir nettoyées, de manière à ce que on a la bonne information qui arrive au bon moment pour la bonne personne, afin de prendre la bonne décision pour prévenir d'une anomalie. Donc voilà, en gros, ce que nous faisons aujourd'hui à Industrie X.0. Et parmi les challenges en fait que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que on est obligé de passer par beaucoup de temps dans l'auto-apprentissage, vu que la culture intelligence artificielle par rapport à la formation, par rapport au système éducatif, n'est pas encore ancrée dans nos systèmes. Donc du coup, on est obligé de s'auto-former, de passer beaucoup de temps dans la recherche des organismes qui nous permettent de collaborer avec eux, ou qui nous permettent d'accéder plus facilement à cette technologie de pointe pour pouvoir implémenter notre technologie. Donc, heureusement, dans ces dernières années de post-pandémie, en fait, nous, en Tunisie, on a en fait une progression qui est visible dans l'intelligence artificielle à travers donc, la montée en puissance, que ce soit des startups tunisiennes qui apparaissent avec le développement de technologies spécifiques à l'industrie 4.0 et à l'intelligence artificielle. Je peux en citer un Statip qui est aujourd'hui une locomotive en Tunisie, qui est en fait qui booste l'intelligence artificielle dans l'écosystème. Ensuite, il y a les partenaires tels que Factory 619 avec notre ami Heikel ou Africanda, qui nous permettent d'avoir de plus en plus l'accès à développer les compétences et les skills nécessaires pour ce genre de technologie. Et en plus, aujourd'hui, on a bâti en Tunisie, depuis 2019-2020, une stratégie nationale qui tourne autour de l'industrie 4.0 et de l'intelligence artificielle, qui permettent de mettre l'accent sur l'importance de l'IA dans notre avenir. Donc voilà, c'est mon retour par rapport à l'IA en Tunisie et par rapport à notre start-up. Très très bien, merci beaucoup. Je vais passer la parole, alors il nous reste 2 intervenants, mais je sais que nous en avons l'un des deux, Monsieur Pierre-Yves Huchon, qui a eu un petit problème et un décalage, il n'a pas pu encore se connecter, il se connecte dans 10 minutes, c'est ça ? Environ, c'est bien ça. Du coup, je vais passer la parole à Monsieur Jérôme Ribeiro. J'avais dit qu'il terminerait, mais on va s'adapter avec les impératifs. Je vous rappelle qu'on est allé au Liban, en Tunisie. On va maintenant au Maroc, là, mine de rien, hein, avec depuis Istres, là, avec nos petits moyens. Et donc, Monsieur Ribeiro, cher Jérôme, je ne vais peut-être pas arriver à citer tout ce que tu fais ou partout où tu es, mais quand même, entre autres, vice-président du conseil d'administration et du bureau de l'Institut Europia en intelligence artificielle, président du collège BTP Économie circulaire au sein de l'OCCE, c'est l'Organisation pour le climat et l'économie circulaire, et ambassadeur du CDA, le Cluster Digital Africa, membre de la commission Agritech, Green Tech et Environnement Smart City, et membre de la commission Blockchain, Intelligence Artificielle et Big Data. Voilà, je m'arrête là. On sent bien un petit côté hyperactif peut-être, mais en tout cas, bon, ça c'est un clin d'œil, mais en tout cas, voilà, quelqu'un qui est acteur multi
facettes dans ce champ de l'intelligence artificielle et qui est français, souvent du côté de Toulouse. Voilà pourquoi aussi on avait eu l'occasion d'être présenté, et qui est à cet instant au Maroc. Quelle est toi, voilà, ta vision autour de ton entreprise aussi, de ton activité, de l'intelligence artificielle, et comment tu vois, toi, les liens un peu qui existent et qui pourraient être renforcés avec la formation comme moteur entre partenaires de la Méditerranée. Je t'en prie. Alors déjà, merci à Alain d'intervenir. Félicitations à l'AFPA pour cette belle conférence. Donc, ce que je vois déjà, c'est que l'IA, c'est une nouvelle colonisation. Nous sommes en train d'être une colonie des Chinois et des États-Unis. Je n'ai rien contre eux, mais il faut parler de souveraineté, nous en parlerons. Ils nous colonisent, ils colonisent nos données. Et si nous ne faisons rien, nous serons leur prochaine colonie si ce n'est pas déjà fait. Et c'est pour ça que, comme tu l'as dit, Alain, en préambule, il est très important que nous unissions nos forces. Il y a un adage qui dit « Seul on va vite, ensemble on va plus loin ». Moi, je crois au mien d'adage « Ensemble on va plus loin et on va plus vite ». Je suis très heureux qu'il y ait le docteur Eric Adja qui soit présent avec cette belle organisation de l'Afria, que je pense avec qui nous allons collaborer et rencontrer dans les prochains temps. Il est indispensable aujourd'hui que nous investissions, que nous sensibilisions sur les enjeux de l'intelligence artificielle. Il faut sensibiliser le grand public pour expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle et expliquer les enjeux. Mais il faut encadrer tout cela via de l'éthique. Parce qu'on parle beaucoup de technique, mais notre Institut Europia est né pour encadrer de façon éthique l'intelligence artificielle, de façon inclusive, où l'intelligence artificielle doit être au service de l'humanité. Et ça, c'est indispensable pour nous, mettre l'humain au cœur de l'intelligence artificielle. Pour cela, nous sommes nés sous le rapport Villani et le label 3IA, dont l'Université Côte d'Azur a été labellisée. Et derrière, notre institut est présidé par Marco Landi, qui est l'ancien président monde de Apple et de Texas Instruments. Il a créé l'Institut Europia. Nous avons créé des outils. Nous avons créé Otesia, qui est un observatoire des impacts technologiques, économiques et sociétaux de l'intelligence artificielle, afin de réfléchir sur les métiers de demain et de se dire, voilà, il y a des métiers qui vont disparaître. Qu'est-ce que nous allons faire de ces personnes? Comment nous allons les reclasser, les qualifier à nouveau? Et c'est grâce à l'AFPA, qui est bureau d'études pédagogiques, avec lequel nous pourrons avancer et créer de nouvelles qualifications, de nouveaux métiers. Nous avons créé la Maison de l'intelligence artificielle. La Maison de l'intelligence artificielle, ça a été une des premières en mondial. Nous l'avons créée à Sophia Antipolis, dans un cœur qui est très intéressant, parce qu'il y a 30 000 sociétés qui travaillent dans le numérique. C'est un outil pédagogique, mais pas que. C'est un outil où nous sensibilisons dès l'école primaire les élèves, les collégiens et les lycéens sur les enjeux, et c'est les cursus de l'intelligence artificielle, parce que nous ne pensons pas qu'à aujourd'hui, nous pensons dans 3 ans, dans 5 ans, mais dans 10 ans aussi. Il faut former sur ces métiers-là, il faut expliquer ces métiers-là, il faut sensibiliser sur ces enjeux pour que les chefs d'entreprise viennent. Nous faisons aussi incubateurs, où nous avons des jeunes startups que nous incubons. Nous avons acheté aussi un supercalculateur qui permet de faire tourner des algorithmes. Et c'est un lieu de vie. Nous faisons des conférences, parce que l'Institut Europia, nous faisons des conférences dans toute l'Europe et maintenant en Afrique sur ces enjeux-là pour sensibiliser le grand public, pour démystifier les chefs d'entreprise, pour investir sur ces enjeux-là, parce qu'ils comprennent mal ce qu'est l'intelligence artificielle et en quoi elle peut les aider au quotidien. Et tous voient le film Terminator, alors que c'est une aide à la décision et qui est extraordinaire et qui permet d'avoir des finesses de prédiction qui peuvent être très intéressantes avec la donnée, bien sûr, des entreprises. Et nous avons créé aussi le premier salon international dédié à 100% sur l'intelligence artificielle, le WAICF, qui s'est fait au Palais du Festival à Cannes, qui s'est fait en avril, où nous avons eu plus de 13 500 visiteurs. Les 2 premiers jours étaient ouverts aux professionnels et le dernier jour au grand public. Et nous avons été étonnés par l'afflux de familles qui sont venues voir les nouvelles technologies liées à l'intelligence artificielle et nous en étions très heureux. Aujourd'hui, nous croyons que l'Europe ne peut plus faire seule. Nous avons besoin de talents, nous en manquons, nous manquons de formation, nous manquons
aussi de vision sur les métiers de demain, sur leur requalification des personnes qui risquent de perdre leur emploi, mais en fait, elles ne vont pas le perdre. Je vois notamment dans les métiers de la comptabilité, les saisies, ce n'était pas trop valorisant, et les comptables qui faisaient la saisie, aujourd'hui, font du vrai conseil pour les chefs d'entreprise. Donc, il faut amener cette évolution de mentalité, cette évolution de conseil sur l'humain, requalifier l'humain, ce qui est primordial, et laisser faire les tâches, j'allais dire, administratives et redondantes à l'intelligence artificielle. Nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir fait un premier pas en Afrique. Nous avons créé la première maison d'intelligence artificielle au Maroc. C'est pour ça que j'y suis. Donc, nous sommes à la semaine de l'intelligence artificielle, où nous avons une semaine pour les doctorants, puisque nous avons créé aussi avec l'université Mohamed Ier à Oujda des nouveaux cursus doctorants au service de l'entreprise. Parce qu'il me semble indispensable aujourd'hui que les thèses soient au service de l'entreprise pour aller plus vite et pour aider aussi les étudiants. Donc, nous avons créé une maison d'intelligence artificielle sous le même impact. Nous avons créé aussi un fonds d'investissement qui s'appelle Europia Capital, où nous investissons. Nous avons les Business Angels, nous avons la Défense Angel, Business Angel France, et bien d'autres dans le monde entier qui nous ont rejoints, qui est dédié à 100% sur l'intelligence artificielle. Nous avons la chance d'avoir aussi de grands chercheurs du monde entier qui sont aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie. Vous avez parlé tout à l'heure du Vietnam, c'est un pays auquel je tiens beaucoup, puisque ma femme est originaire de là-bas. Et nous avons fait un pont donc, avec l'Afrique d'une première, et nous espérons en faire des petits dans tous les pays. Nous avons parlé avec le docteur Adja du Bénin de faire une maison d'intelligence artificielle avec la semaine de l'IA, de faire venir ces experts qui nous suivent à chaque fois. Nous avons des grands groupes qui nous suivent aussi, qui veulent investir et surtout qui veulent créer des emplois dans les pays dans lesquels nous créons ces maisons de l'intelligence artificielle. Et nous créons aussi des passerelles avec des universités, parce que chaque fois, c'est adossé à une université pour faire des passerelles sur nos recherches. Donc, les recherches vont de la santé à la prédiction de la météo, à la sécurité, à la cybersécurité, au spatial. Tout à l'heure, vous avez parlé du spatial. Nous développons tout ça, mais on ne peut pas le faire seul. Nous avons besoin de tous et nous voulons décoloniser au plus vite la France et l'Afrique vis-à-vis des BATX et des GAFAM qui ont pris le pas dessus. Je crois à la souveraineté. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait leur... Pourquoi les pays comme les États-Unis et la Chine se sont développés ? C'est grâce au mercantile, grâce à nos données, grâce à la vente de nos données, il faut le savoir. Donc aujourd'hui, il faut une souveraineté, c'est indispensable. Et nous œuvrerons à chaque fois pour ça. Et dans chaque pays, nous devons être souverains des données du pays, afin qu'elles ne soient pas revendues et que nous nous défendions de ce commerce-là et que nous leur donnions un peu moins de pouvoir. Donc ça ne passera que par ça. On a des talents extraordinaires en France qui sont partis malheureusement aux États-Unis. Je vois Yann Lequen qui est chez Meta, avec qui nous collaborons énormément aussi, qui est très patriote et qui voudrait revenir sur des projets français. Il collabore énormément avec nous. On a Francesca Rossi aussi, qui est italienne, qui collabore sur beaucoup de sujets avec nous et qui est très patriote aussi. Et je crois vraiment que nous avons des talents extraordinaires, des formateurs et des écoles extraordinaires en France, en Europe et en Afrique. Nous œuvrons aussi avec 01 Talent, donc Nicolas Sedirac, Karim Si, Doror Sultan et Michel Paoluti, avec lesquels nous mettons tous ensemble pour œuvrer dans le bon sens, pour former les individus, les jeunes de demain, et pour former aussi, requalifier les gens qui risquent de perdre leurs emplois à cause de l'intelligence artificielle, mais qui en trouveront d'autres grâce à l'intelligence artificielle. Et il faut vraiment une IA pour l'humanité, avec de l'éthique, que ce soit encadré, que ce soit inclusif. Nous voulons plus de femmes aussi dans ces métiers-là. Malheureusement, en France, nous n'avons que 11% de femmes. Donc, nous faisons tout pour que tout le monde nous rejoigne, parce qu'ensemble, je suis sûr que nous irons plus loin et que nous décoloniserons des États-Unis et des Chinois. Et je n'ai rien contre eux. Voilà, merci pour ce temps de parole et j'espère que j'ai été assez clair. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme. Place donc au dernier intervenant. S'il a pu se connecter, je regarde la régie. Oui, c'est parfait. Donc, monsieur Pierre-Yves Huchon est avec nous depuis le Maroc. Bonjour à tous.
Monsieur Bonjour Huchant. à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très très bien. Je vais vous donner la parole. Donc merci beaucoup, monsieur, parce que je sais que, voilà, pour différentes raisons, vous avez un peu attendu les confirmations, les horaires, l'orientation, c'est jamais simple. Vous êtes à distance. Nous sommes donc dans un, voilà, à Istres, dans un centre de l'AFPA, dans un des villages des solutions de l'AFPA. Je dis juste un mot sur vous et je vous laisse la parole. Vous êtes directeur général de Innov Maroc. Vous allez nous présenter Innov Maroc, nous dire quelle est cette entreprise, ce groupe, quels sont vos domaines d'activité et quelle est votre vision aussi sur l'évolution des compétences dans l'intelligence artificielle et dans vos métiers et le besoin en formation. C'est un groupe international qui est implanté à Casablanca. À vous la parole, Monsieur Huchant, et merci encore. On vous entend très bien. Bien, bonjour à tous, je vous remercie pour la présentation. Donc effectivement, je suis Monsieur Huchant, directeur général du cabinet groupe Innov Maroc. Donc nous représentons effectivement 3 cabinets, puisqu'il y a effectivement 3 cabinets au sein de ce groupe, qui sont donc Maroc Performance, qui est le cabinet de formation axé plutôt management, finance, qualité, logistique et développement personnel. Puis vous avez également Innov System, qui est tout ce qui est en fait le cabinet IT et tout ce qui va représenter effectivement les formations et le conseil Big Data artificiel, la business intelligence, DevOps, tout ce qui est en fait architecture, réseau et management, et si tout ce qui est en fait audit de sécurité. Et puis vous avez également un 3e cabinet que nous avons appelé CPFI, qui est le cabinet professionnel formation industrielle. Là, c'est véritablement tout ce qui est en fait formation purement technique industrielle, de type soudure, maintenance et autres. Voilà. Donc, effectivement, c'est un groupe qui est établi au Maroc, mais nous travaillons avec à peu près une vingtaine de pays, puisque nous établissons effectivement des plans de formation conseil pour nos clients marocains, mais également sur toute l'Afrique francophone. Mais également, de temps à autre, nous avons ponctuellement des formations ou des assistances pour des clients français, parfois pour des compétences justement sur le cabinet CPFI, pour les compétences industrielles. Voilà, donc c'est un groupe établi depuis 15 ans au Maroc, à Casablanca, comme vous l'avez souligné. Pardon, très très bien. Donc, allez-y, voilà, je vous en prie. C'est pour la présentation du cabinet. Alors, oui, oui. Pour le besoin de compétences, je reviens à votre question. Le besoin de compétences en IA au Maroc, alors moi je peux vous dire qu'il est fort. Il est fort, mais pas simplement au Maroc, mais également en Afrique subsaharienne. Maintenant, j'ai envie de dire qu'on a besoin de pas mal de l'intelligence artificielle dans pas mal de domaines. Tout ce qui est en fait la détection automatique d'anomalies sur des chaînes de production. On en a besoin aussi, tout ce qui est en fait l'analyse du comportement utilisateur avec des offres personnalisées. Ça, c'est plutôt pour les experts du marketing. On en a besoin également aussi tout ce qui est en fait automatisation des tâches et il y a une forte demande là aussi en ce moment. On traite pas mal de demandes pour tout ce qui est en fait la robotisation. Et enfin, il y a tout ce qui est en fait les solutions, j'ai envie de dire tout ce qui est l'aspect médical, les solutions autonomes dans le médical. Voilà. Par rapport à cela, nous on forme les ressources qui nous sont affectées, j'ai envie de dire dans plusieurs domaines. Alors ce qui est plutôt demandé, c'est tout ce qui est en fait programmation, machine learning, big data bien évidemment, robotique et le cloud computing. Voilà. Donc nous sommes amenés effectivement à développer, à monter en compétences ou à créer ces compétences pour des data engineers. On a pas mal de développement de compétences pour tout ce qui est en fait des ingénieurs DevOps, d'accord, et aussi le machine learning et des chefs de projet big data. Très bien, effectivement. Et si j'ose dire, juste pour une dernière petite partie en ce qui vous concerne, est-ce que vous comment les trouvez-vous? Voilà, comment aujourd'hui, autour de ce besoin, arrivez-vous
dans le cadre de vos activités et du développement de vos activités, on a compris que votre entreprise était une société en expansion. Comment arrivez-vous à les trouver? On a entendu parler de solutions formation qui étaient développées, de solutions parfois internes ou intra-entreprises aussi, qui étaient parfois favorisées faute de ressources immédiatement disponibles sur le marché. Comment vous, concrètement, vous parvenez à solutionner, à répondre à ce besoin de compétences? Bien, alors effectivement, on a un cercle d'experts qui est assez limité, avec qui nous collaborons. Donc ça, c'est nos experts internes. Parfois, on fait venir même des experts de France là-dessus. Mais c'est vrai qu'effectivement, pour l'instant, les enjeux sont là dans le futur. Mais j'ai envie de dire, au jour d'aujourd'hui, les secteurs clés qui en profitent, c'est assez limité. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez surtout retrouver tout ce qui est en fait le domaine des banques, le domaine des télécoms, et j'ai envie de dire surtout les administrations, tout ce qui est en fait les ministères. Donc j'ai envie de dire que c'est en train de se développer. D'ailleurs, même l'État, à son haut niveau, en fait, ce qu'on appelle en fait ici la CGEM, c'est l'équivalent en fait du MEDEF, avait justement fait un point là-dessus pour que effectivement les entreprises soient poussées à encourager effectivement à faire des investissements là-dessus. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu la chasse gardée, j'ai envie de dire, des secteurs, comme je l'ai expliqué, télécom, banque, assurance et l'administration. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on peut vous applaudir. Voilà, chers amis, alors, la journée n'est pas terminée. On va avoir une petite phase de clôture et je souhaiterais que quand même la haute personnalité qui est avec nous depuis ce matin et qui a prévalu à l'organisation de ce forum, le préfet Jean-Martin Jasper, vienne dans quelques secondes me rejoindre pour cette clôture. Mais auparavant, je sais qu'il y a des formateurs dans la salle. Alors, je sais qu'avec les contraintes horaires et de lieu et un peu de chaleur, on a un peu moins de monde cet après-midi, mais nous avons des collègues formateurs de Istres et de Montpellier. Tout à l'heure, le préfet DMIA a rappelé que j'étais directeur du Sud, du Grand Sud, de l'Occitanie et de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc je suis content de saluer des collègues qui sont venus, j'en reconnais, de Toulouse et de Montpellier. Mais je voudrais dire vers ces formateurs, s'ils le souhaitent, s'ils veulent prendre la parole, un peu sous forme, alors ils ne sont pas préparés, ils ne le savaient pas, et du coup c'est vraiment de façon un peu impromptue, un peu en forme de grands témoins. Depuis ce matin, avec... Voilà, sur le thème de l'intelligence artificielle, de ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous retirez de cette journée? J'aime à dire parfois à ceux qui ont participé à un forum comme celui-là, qu'est-ce que vous direz demain à des collègues qui n'ont pas pu venir? Alors, dites peut-être pas tout sans filtre, mais c'est un joke. Mais qu'est-ce que vous direz demain aux collègues de Montpellier, disent ce que vous croiserez, qui n'ont pas pu venir? Il y a un micro qui peut circuler, donc j'en vois deux ici, et je montre, excusez-moi, et un là, qui souhaite intervenir pour donner un peu ses impressions et ses sentiments sur cette journée. Vous qui êtes le cœur battant de l'AFPA, ce n'est pas de la démagogie, mais c'est la moindre des choses que de dire qu'un grand organisme de formation n'existe que par ses formateurs, que par ses apprenants et ses formateurs réunis. Allez. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire... alors, ce que je retiens, j'ai beaucoup aimé la sagesse africaine, puisque l'intelligence artificielle, ça peut être un super outil au service de l'humain, mais elle peut se retourner contre l'humain, justement. En tant que formateur, je pense qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour les évaluations prédictives, c'est-à-dire que on pourrait en fait être au plus proche des apprenants et
modifier, enfin ajuster en fait un programme selon ces évaluations prédictives. J'espère pas que cette intelligence artificielle nous mène dans un épisode de Black Mirror. C'est juste ça. Alors, je vais juste dire un petit mot. Donc, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec l'intelligence artificielle, donc j'ai découvert beaucoup de choses. Donc, c'était bien. J'étais rassurée d'entendre que les formateurs seront toujours là. Et je vois plus ça comme un outil supplémentaire permettant peut-être d'adapter les formations aux différentes méthodes d'apprentissage. Donc ça, j'ai trouvé intéressant. Et cette notion d'éthique aussi, qui a été évoquée plusieurs fois, qui m'a paru effectivement importante de souligner. Donc très intéressant. Voilà, merci. Merci à vous. Est-ce que vous souhaitez... Oui, faites passer peut-être le micro à notre collègue ici. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que concrètement, je ne vois pas dans le cadre de la formation comment peut s'intégrer l'intelligence artificielle. J'ai très bien compris au niveau industriel et au niveau marketing. Au niveau formation, j'ai du mal. Donc, je ne me suis pas retrouvé en tant que formateur et intelligence artificielle. Voilà. D'accord. Et je vous remercie de nous le dire comme tel. Ce qui signifie il faut qu'on continue à développer des solutions pour que, au fond, les choses deviennent concrètes pour vous dans la pratique du métier. Voilà. Disons que ça peut être, je ne suis pas spécialiste, je ne le suis pas devenu depuis ce matin, hein, je vous mentirai, mais disons que l'intelligence artificielle peut fournir des applications, des applicatifs, des outils qui peuvent permettre d'avoir alors, ce n'est pas un clin d'œil avec notre actualité interne, mes amis, un formateur augmenté. Un formateur amélioré, c'est-à-dire un formateur disposant d'outils qui permettent de répondre un peu mieux à ces enjeux qui traversent la formation. On nous demande de plus en plus, à nous aussi, comme aux collègues des transports qui sont là et qui nous disent 1 heure de retard, des milliers d'euros d'indemnité, et il faut avoir prédit comment va durer la traversée de la mer et comment va se dérouler le transport. À nous, qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande, et quand je dis à nous, c'est vous, on nous demande de former dans le juste à temps. Il faudrait former dans le BTP les jours d'intempéries. Il faudrait pouvoir adresser une réponse de formation la plus rapide, la plus adaptée, la plus personnalisée possible. Et ça, le formateur ne le peut pas tout seul dans les méthodes traditionnelles si on ne vient pas ajouter, augmenter le service de formation, son enrichissement, les formes d'accompagnement qui peuvent permettre à ce moment-là d'avoir un formateur qui peut, sans avoir plus de charge mentale, plus de force de travail, un peu mieux se démultiplier dans la personnalisation des réponses. Alors c'est encore un peu, peut-être que là ma réponse est en soi pas assez concrète encore à cet instant, mais c'est vers ça que nous allons aller. Monsieur. Je vous comprends totalement. Je vais prendre 2 exemples et par rapport à ces exemples, en fait, ce sont des use cases qui sont très simples. À l'époque, on n'avait pas d'appareil photo numérique, on avait les appareils photo jetables, et Kodak, qui était le leader, s'est retrouvé à la traîne. Nokia, la même chose, n'a pas su innover. Et je pense que nous, je parle pour moi, mais au sein d'Africana, on a des formateurs qui font les soft skills, hein, qui n'ont rien à voir avec l'intelligence artificielle, mais on veut aller dans la granularité de la formation. Et je pense que vous, en tant que formateur, c'est vous qui portez aussi le projet. Ça veut dire qu'il y a des journées, ou il y a des semaines, ou il y a des séminaires qui vont vous permettre de mieux vous familiariser avec l'intelligence artificielle. On ne parle pas d'une technicité ou de connaître un langage à 100%, mais de comprendre un petit peu l'éthique, l'environnement de l'IA pour que vous puissiez vous-même, demain, savoir écouter et comprendre ce langage-là. Et je pense que vous êtes formateur dans un métier bien précis. Et je pense que l'informatique. L'informatique. Quel type d'informatique là? Les réseaux informatiques.
Donc il n'y a aucun problème, parce qu'à un moment donné, le réseau, on peut parler de cloud, on peut parler de réseau, de développement par rapport au réseau, ça peut être la VoIP ou autre. Et dans l'informatique en elle-même, entre toutes les couches réseau, la surcouche IA est existentielle. Et aujourd'hui, on a parlé par rapport aux États-Unis et à la Chine, j'ai rien contre eux, mais nous, on a quelque chose ici en France, en Europe, qui est aussi lié en Afrique, c'est la loi sur le RGPD, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, on est protégé par ces données-là. Et je pense que derrière, dans la formation que vous allez faire, ou que vous allez mener, la surcouche de l'IA va permettre d'automatiser, de faciliter certains process, et non pas de supprimer des emplois, mais au contraire, ces emplois-là peuvent s'améliorer et rentrer dans une nouvelle ère de métier, parce qu'on a, je crois que 43 millions, on va avoir besoin de 43 millions pas de formateurs, mais de compétences dans le domaine de l'IA à différentes strates. Ça veut dire que dans votre domaine et dans les autres domaines aussi de formation, la surcouche de l'IA va venir s'implanter. Auparavant, on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est inter et intraconnecté. Donc la surcouche de l'IA, pour tout le monde, elle sera limite obligatoire. Ça reste malgré tout très abstrait, pardon. À l'AFPA, on développe de plus en plus de la réalité virtuelle. Et ça, je l'ai assimilé, je l'ai compris. Mais l'IA, pour moi, ça reste abstrait. Je ne vois pas, dans mon métier, à quel niveau elle intervient. Ok, merci. Alors, dernière intervention de M. Obella, bienvenue, qui est responsable de formation au centre de Toulouse, sur le site de Palaïs, et qui est donc venu de Toulouse sur un trajet que je connais pour le faire toutes les semaines, dans les deux sens, donc je l'en remercie. C'est la dernière intervention que nous prendrons, et puis je laisserai messieurs les préfets, puisque nous avons l'honneur d'avoir été rejoints, conclure, faire la clôture de cette journée. Je t'en prie. Ok, merci beaucoup Alain, merci à tous les intervenants. Je suis responsable de formation et avant d'être responsable de formation, j'ai travaillé dans le service avec Magali Sirol sur la formation des formateurs AFPA, sur les aspects de l'apprentissage. Je repars avec des éléments, avec des cartes de visite. J'ai retenu quelque chose après l'introduction du sous-préfet. L'intelligence artificielle, on fait avec, on part avec, sinon on sera obsolète. On part avec en tant qu'institution, on part avec en tant que formateur. J'ai échangé avec la chercheuse Vanessa, on a pris rendez-vous pour Toulouse. Elle travaille sur les jeux intelligents pour les enfants. Et c'est quelque chose qu'on va travailler ensemble pour les adultes. Parce qu'on est quand même une institution où la formation professionnelle pour adultes, on sait ce que c'est. L'apprentissage des adultes, on a une pédagogie de l'AFPA basée sur la formation des adultes. Il faut associer ce qui est nouveau, on va associer ce qui existe. Et puis autre chose, le témoignage sur la sécurité incendie. À Toulouse, on fait en place, ça fait la deuxième année qu'on travaille avec un NG sur la sécurité incendie en électricité. Et j'ai retenu qu'il y avait des capteurs où on pouvait détecter ces risques-là avant même que ça s'enclenche. Donc, ce qui signifie que je reprendrai contact avec ce chef d'entreprise et puis voir avec Engie comment on peut associer ces données-là dans la formation. C'est cette capacité en tant qu'institution AFPA qu'on doit avoir de réadapter et d'être à jour avec une souplesse qui permettra aux formateurs et ainsi qu'aux responsables de formation le bénéfice pour les stagiaires. Donc encore une fois, merci. On y va, ça sera innovant, mais désapprendre, c'est aussi le métier de formation. C'est pour cela que les adultes viennent en formation.
Et encore une fois, merci à vous. Et puis, il y a des belles perspectives pour l'AFPA. Merci. Merci beaucoup. Voilà, je remercie une dernière fois, parce qu'ils ne sont pas dans la salle, mais messieurs Ribeiro, Huchon, monsieur Labidi, monsieur Nasr, qui sont intervenus, je le rappelle, depuis le Maroc, pour 2 d'entre eux, depuis la Tunisie et depuis le Liban. Je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous, vous pouvez bien sûr rester jusqu'à la clôture. Que fait maintenant monsieur le préfet Jean-Martin Jasper? Merci. Bien, donc un immense plaisir pour moi de pouvoir dire que les objectifs ont été collectivement atteints. 24 conférenciers sont venus partager une brique de savoir sur à la fois l'intelligence artificielle ou les capacités de former l'intelligence artificielle ou pour les chefs d'entreprise d'exprimer le besoin. Donc, félicitations à l'AFPA d'Istres, félicitations à la directrice du mois de décembre qui a enclenché tout ceci. Un grand merci à monsieur le sous-préfet Régis Passerieux qui a mobilisé les services de l'État au niveau national pour venir aider l'AFPA d'Istres. On vient en partie vous aider parce qu'on sait que demain, les techniciens du ministère de l'Intérieur ont à probablement un jour venir se former à Istres. On sait aussi que l'ancien sous-préfet d'Istres est aujourd'hui le grand patron de la formation et des ressources humaines de la police nationale, 150 000 personnes, dont beaucoup de métiers techniques. Il sait que ceci se tient et ce très grand membre du corps préfectoral, il attend qu'il y ait des produits, quoi. Sur ces conférences, la première chose, c'est qu'il est normal qu'il y ait une part d'abstraction au début. Voilà, j'ai entendu le formateur, je suis très rassuré, en 2 jours, celui qui pour l'instant ne se projette pas, peut devenir formateur en intelligence artificielle s'il a ses bases en informatique. Il ne sera pas formateur niveau 4 ou niveau 5, il sera formateur de niveau 2, et 90% du marché de départ, c'est l'acculturation. Et donc l'acculturation, normalement, ça va de 4 heures de formation à 15 heures de formation. La gendarmerie nationale a fait l'acculturation de 100% de ses effectifs en 4 heures. Et ils ont en gros utilisé les outils en libre de l'Institut Montaigne, qu'ils ont déployés massivement. Et je peux vous assurer la différence entre rencontrer un chef de police et un chef de gendarmerie. L'un est formé, est acculturé, il passe du temps, il n'y a pas de réflexe de fuite. Je peux discuter avec lui d'intelligence artificielle, de produits, d'expérience. Et l'autre, 5 minutes, il fuit. Dans un plan de table, il ne va pas s'installer à côté d'un data scientist, il va s'installer ailleurs, ça ne l'intéresse pas. Il considère que ça ne fait pas partie de son monde. Donc l'acculturation sert à engager le dialogue et toutes les informations que vous avez au quotidien sur l'intelligence artificielle, toute la presse en est pleine, il n'y a pas un magazine qui ne vous en parle pas. Vous avez tous votre smartphone et des dizaines d'applications d'intelligence artificielle que vous utilisez tous les jours pour chercher de l'information, pour traduire, pour gérer vos photos. Encore faut-il armer les gens dans cette acculturation. L'acculturation, c'est donc entre 3 heures, 3 heures et demie de temps et 15 heures. Moi, je suis plutôt du côté de ceux qui pensent qu'il faut 15 heures, avec un mix entre un support pédagogique simple, un livre, on a écrit un, avec Madame Bellelou et l'équipe qui est ici présente, qui s'appelle « L'intelligence artificielle en 5 minutes par jour, 40 cours de 5 minutes ». En fait, vous lisez en 3 heures. Tous les textes sont ultra simplifiés. Chaque chapitre fait 1 page à 4. Donc ça, c'est le premier bouquin qu'on a fabriqué en décembre, qui a été envoyé à tous les préfets de France, qui l'ont reçu, à tous les généraux de gendarmerie, à tous les généraux de police, et dont on sait qu'on va discuter avec l'AFPA pour savoir si demain ça devient, sous une autre forme, un best-seller AFPA. Dans 15 heures, il faut mixer très concrètement des films vidéo préenregistrés sur l'IA qui donnent des informations, des ateliers de travail dans lesquels les personnes capitalisent par petits groupes, avec bien entendu des modules. Alors nous utilisons les 135 films qui ont été fabriqués par l'école de management de Lyon, qui a été une des grandes écoles françaises à développer il y a 4-5 ans des formations en intelligence artificielle. Pourquoi l'école de management de Lyon, qui n'est pas directement de service public, quand même un peu, puisque l'établissement public qui le possède, c'est la Chambre de commerce, et la Chambre de commerce, c'est l'État. J'ai été directeur général de cette Chambre de commerce, en ayant 17 000 élèves en formation. On les utilise parce que ces formateurs-là travaillent
24 heures sur 24, ils sont filmés, ils racontent une histoire. Bien entendu, il y a une plateforme d'information qui est derrière, il faut capitaliser. Et je vous assure que ça marche. On a aujourd'hui une centaine d'élèves au ministère de l'Intérieur qui ont suivi ce parcours d'acculturation de 15 heures et qui est assez solide. Vous avez un deuxième niveau très concret de formation. En gros, ça, c'est le code. Vous savez qu'il y a des panneaux qui existent, vous savez qu'il y a une voiture, qu'il y a une batterie, qu'il y a 4 roues, que dans toutes les voitures, il y a un volant, qu'il y a des automatiques et qu'il y a des points, qu'il faut la laver, que si le pare-brise est sale, vous n'allez pas pouvoir rouler. Il ne suffit pas d'avoir la voiture et de s'installer, il faut savoir où on veut aller. C'est ça, c'est le code. Ensuite, vous avez un deuxième niveau que nous appelons le niveau 3 de formation, qui permet à quelqu'un de conseiller une IA ou de devenir chef d'un projet d'IA. Et très concrètement, on se retrouve entre 40 et 100 heures de formation. 100 heures de formation, c'est 12 jours intensifs ou 15 jours intensifs, ou un peu moins intensifs, un mois. Et au bout d'un mois, quand vous avez baigné tout ça, vous aurez un vocabulaire qui va être de 100-150 mots en IA. Dans le premier cas, vous allez atteindre une cinquantaine de mots en IA. Je rappelle que sur les enfants, on parle de 15 mots en IA. Pour un adulte, au niveau code, il commencera à avoir une cinquantaine de mots. Quand il atteint les 150 ou 200 mots de l'intelligence artificielle, il peut dialoguer avec un data scientist, il peut diriger un projet, il peut discuter avec des ingénieurs, et il se retrouve dans la situation où doit être soit le technicien avancé en intelligence artificielle, le fameux qui a des capteurs et qui commence à voir, il ne connaît pas nécessairement le Python, mais sait que le Python existe. Quand il discute avec un ingénieur, il fait gagner de l'argent à tout le monde parce qu'il exprime un besoin autrement que s'il n'avait pas été formé. Donc là, grande question, est-ce que l'AFPA d'Istres a ces deux produits, ou les trois produits, du 3 heures, du 15 heures, du 100 heures? Et comment il mixe des choses qui ne sont pas chères, des films préachetés ou préutilisés, ou ce qui est gratuit chez l'Institut Montaigne, qui a été développé par des fondations, donc en partie par l'impôt aussi, avec de l'humain, puisque le formateur, il reste le formateur. Et ce n'est pas parce qu'on a des outils électroniques que ça marche tout seul. Les gens ont besoin de capitaliser. Il y a un élément très important, pour être très concret et répondre toujours à notre ami informaticien qui a besoin de se projeter, c'est en fait, est-ce que vous savez animer des ateliers de travail à distance et des ATD? Parce que la Covid est passée par là. Et parce que les jeunes vont être plus demandeurs en formation d'intelligence artificielle que les plus de 50 ans ou les plus de 55 ans, qui vont essayer de tenir les années qui viennent avec leurs compétences qu'ils ont, et notamment leurs valeurs humaines internes. Il y a une énorme demande qui arrive sur les 25-35 ans. Toute leur vie, ils vont travailler avec l'IA. Et très souvent, dans un produit de demain, il va falloir fabriquer 4-5 séances d'ateliers de travail à distance avant que l'élève vienne en formation. Et puis, le jour J, il fait en général un produit que M. Polizzi nous a raconté, parce qu'on a été travailler 4 heures avec lui sur deux camps hier, qui est 2 jours de formation. 2 jours intensifs. Nuit comprise, fiesta le soir, bien entendu, parce que les humains ont besoin d'échanger. Une journée un peu de théorie, qui peut être faite par n'importe quel niveau quasiment de formateur, et une journée très chère, qui est la deuxième journée, parce que c'est la mise en œuvre pratique, il faut du matos, il faut qu'il touche et qu'il rende concret. Si on avait eu la chance de dire demain matin, vous voyez des élèves et vous allez les former, on va vous donner le kit entre 16h et 18h, je parie que demain matin, vous auriez été capable de former pendant 1h30 des gens d'intelligence artificielle, parce qu'on vous aurait dit, vous passez d'abord le petit film de 3 minutes d'un tel, après vous organisez un micro-débat, vous allez rendre compte que dans n'importe quel groupe de 10-15 personnes en formation, vous en avez 1 ou 2 qui sont déjà très bons en intelligence artificielle, qui ont le vocabulaire, qui ont les points, qui pour quelque raison que ce soit sont déjà engagés. Après, vous repassez l'exercice pédagogique un tel, vous réorganisez le 2e ou le 3e débat et vous concluez. C'est tout. C'est 1h30 d'atelier de travail à distance. Vous êtes capable de faire ça. Parce que quand on est formateur, on l'est dans sa vie, on peut changer de matière. Alors, on peut être prof de géo et devenir prof d'histoire. Voilà, c'est possible. Surtout quand on est en 5e, 6e, et quand on sait qu'une partie des élèves qui sont en face de vous vont tout découvrir, avec un bon support de cours, de l'intelligence humaine, de bonnes histoires et quelques images, on y arrive. Donc ça, c'est un des éléments de message. Ensuite, il y a la grande question, c'est vers quelle formation hyper spécialisée on va sur l'AFPA d'Istres et l'AFPA en général. On a eu tout aujourd'hui. Je reviens à Polizzi.
quand on lui pousse là pour dire tes capteurs, est-ce que tu les donnes à l'AFPA, on sait qu'il a envie de faire ça, qu'il avait déjà envie de démonter des systèmes électriques pour les donner à l'AFPA pour reconstituer des salles. Ces capteurs, il y a un coût de fabrication que je connais, il m'a dit mais je ne vais pas vous le dire, il y a un prix public, c'est 1 500 € le capteur pour le parc compteur, et un prix de vente réel qui est autour de 750 € parce qu'il y a des réductions, des éléments, il y a des systèmes de marge, donc tarification donnée. Si demain il donne 50 capteurs à l'AFPA d'Istres, vous avez gagné 60 000 €, 60-70 000 € le prix marché. Qu'est-ce que ça lui coûte? Je le sais. Mais c'est très intéressant. Ça signifie qu'à côté, à Martigues, vous avez quelqu'un qui peut vous donner du matériel haut de gamme pour avoir une salle sur l'intelligence artificielle et la sécurité électrique. Ce séminaire-là, en 2 jours, avec 3 ateliers avant, 3 ateliers après, moi, je vends ça 3 000 €. Hein. Bon, je ne vends pas nécessairement ça 14 € de l'heure. 14 € la première heure de travail à distance, 14 € la deuxième heure par personne, plus matos. Vous allez jouer avec 60 000 € de matériel. Et l'AFPA n'a nécessairement pas acheté les 60 000 € de matériel, puisqu'ils sont fabriqués à côté à une tarification qui est incroyable. Il a pris 2 containers, les a mis ensemble à Martigues, et là-dedans, il fabrique un des produits les plus rentables de toute notre économie nationale dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je cite cet exemple pour dire que là, ça devient concret. C'est comment on explique le compteur électrique avec le capteur qui renifle l'acétone qui brûle et qui fait que nos sapeurs-pompiers du ministère de l'Intérieur, monsieur le sous-préfet, ils ont peut-être 2% de feu de moins dans les années qui viennent parce que les capteurs, ils sont présents dans les compteurs électriques et que c'est dans la salle d'électricité que la plupart des grands incendies non volontaires s'opèrent. Voilà, je cite cet exemple pour dire que vous aurez à fabriquer un catalogue de produits. Donc la suite, c'est quoi de ce colloque? C'est pas uniquement d'être content de s'être retrouvés tous ensemble et puis de se dire peut-être dans un an, pourquoi pas à Istres, hein, nouvelle rencontre, nouvelle table ronde, repositionnement. Pourquoi pas demain des travaux sur la Méditerranée? J'ai beaucoup de plaisir à travailler pendant le déjeuner avec la directrice des affaires internationales pour savoir comment l'AFD et l'Union européenne allaient aider la rive sud. Et l'exemple du Liban est important, c'est que si on n'y arrive pas chez nous, avec 1,5 milliard que le gouvernement a mis dans la première tranche d'intelligence artificielle qui fait que toutes les chaires sont pleines, tous les masters capables de venir travailler à l'AFPA pendant leurs études sont disponibles, 2,5 milliards dans la deuxième partie de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle, un pays qui marche bien, une électricité que vous tournez comme ça et tout va bien, des ordinateurs, il y en a partout, des salles de qualité. Comment voulez-vous qu'on n'y arrive pas parce qu'on ne le fait pas, alors que les gens qui ont envie de bouger, c'est l'exemple du Liban, le Liban nous oblige, ce qu'on a entendu du Liban, prouve qu'il faut qu'on aille de l'avant, qu'on fabrique des produits, qu'ensuite d'ailleurs on les donne à la rive sud, pour qu'on élève aussi dans la rive sud les capacités de formation de l'intelligence artificielle et que le monde francophone, qui est quasiment inexistant dans l'intelligence artificielle, parce que nous n'avons pas encore ouvert nos efforts vers l'Afrique, et que la France tout seul n'est rien. Hein, je rappelle que le Congo a demain plus d'habitants francophones que la France, et qu'on a absolument besoin des 200-300 millions de francophones africains pour que le français soit une des langues de l'intelligence artificielle, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas. Le français doit représenter 1% de l'intelligence artificielle aujourd'hui, et encore. Donc c'est essentiellement un domaine anglophone, ce qui peut aussi être une des difficultés pour l'AFPA, puisque pour l'instant vous enseignez en français, et la matière nouvelle que vous avez absorbée, vous n'avez pas le choix. L'AFPA est obligée, pour exister dans 5 ans. J'ai entendu des choses sur l'éternité de l'AFPA. Je vous dis non. Quand l'ENA meurt, c'est signe que les écoles sont mortelles. Voilà, tout le monde le sait. Mais la bataille de l'intelligence artificielle, pour moi, elle est vitale pour l'AFPA. Si dans 5 ans, l'AFPA n'a pas de produit en intelligence artificielle, vous avez quelqu'un qui va se réveiller, qui va expliquer comment ça se fait. Regardez les milliards, les centres qu'ils ont, et n'accompagnent pas l'évolution de l'industrie française, qui a besoin d'intelligence artificielle pour être performante, et en partie pour résister à l'augmentation incroyable, qui est fabuleuse pour l'ouvrier français, des coûts de transport. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à vivre. Il y en a une qui est géniale, c'est que les coûts de transport sont passés de quelques centaines d'euros le container à 15 000 euros, 12 000 euros le container avec la Chine. Voilà. Donc ce qui se produit aujourd'hui, c'est une chance historique pour l'ouvrier français, pour le retour de l'industrie, avec 2 croisements, l'explosion des coûts de transport,
dans lequel CMA-CGM, ici à côté, est en train de devenir une des plus grandes fortunes. Ils se rachètent Air France, ils sont en train de se développer. Et, bien entendu, l'impact pour nous, c'est le rapatriement de l'industrie, donc la modernisation de l'industrie dans les territoires qui aiment l'industrie. L'avantage d'Istres, et une des raisons pour lesquelles on est ici, c'est que ce territoire aime l'industrie, a envie d'avoir l'industrie de demain, a envie de se battre là-dessus, et a envie qu'elle soit main poilante, plus automatique, que tout ce qui sale soit confié à une partie de robots, et que tous ces robots travaillent sur l'autorité des hommes, avec un contrôle des hommes, avec des systèmes juridiques qui nous sont favorables. Voilà, je quitte Istres en étant très optimiste. J'aimerais qu'on applaudisse quelqu'un que je vais appeler à mes côtés, parce que ça fait 6 mois qu'il travaille sur ce projet. Quelqu'un du pays, donc M. Hugo Pérez, qui a aussi 20 ans, comme Mme Yaïza. Venez vous installer là. Originaire de Martigues, dont le grand-père est un maire du Vaucluse, qui m'a appelé au mois de décembre en disant « J'ai un petit-fils qui fait Sciences Po Paris, il aimerait un stage, est-ce que vous le prenez ?» Et donc, comme c'était à la même époque où nous travaillions avec Mme Sirerol sur l'AFPA d'Istres, on lui a confié ce dossier. Ça fait 6 mois qu'il aide à rassembler avec toutes les équipes de l'AFPA les 24 formateurs. On a été probablement plus de 200 aujourd'hui, entre les 80 personnes ici sur site. Et je n'ai pas les chiffres, je les attends. Les personnes qui se sont connectées à distance. Mais j'ai eu un rapport de Belgique pour dire qu'à Bruxelles, quelqu'un a suivi entièrement les travaux de ce matin et que la qualité d'audition était excellente sur le plan international. On l'a vu aussi avec nos amis du Maroc, la Tunisie. Et là aussi, c'était un exercice. Cette table ronde d'après-midi n'était pas uniquement sur l'international. C'était une question, c'est si demain nous fabriquions un système de formation avec 3000 personnes en Amérique du Sud, est-ce que la technique, avec le plateau qui est ici, pour rentrer dans des détails industriels, peut marcher? La réponse est oui. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir 3000 connexions aujourd'hui, avec, par exemple, tous les ouvriers du pétrole, du Golfe de Guinée, une partie de l'Algérie, une partie de la Tunisie, rassemblés parce qu'on avait 5 cas d'usage de 20 minutes enseignés sur la sécurité et l'intelligence artificielle dans le domaine du pétrole. On a donc Hugo qui nous a aidés. Il a eu son bac avec 19,5, c'est pas mal quand même, à 17 ans. Et puis, à 20 ans, il rentre en master de sciences politiques à Paris. Il est au service de l'AFPA. Ça fait partie de son cahier des charges dans l'année d'assurer le suivi un peu de ce colloque. Il sera à la préfecture des Bouches-du-Rhône pour travailler sur l'intelligence artificielle aux côtés du préfet, M. Mirmand, et de tous les membres, notamment du secrétaire général de la préfecture. Et donc là aussi, ce que je tiens à vous dire ici, c'est qu'une partie de vos formateurs auront entre 16 et 20 ans. Mon conseil à l'AFPA, c'est ça. C'est-à-dire qu'une partie de vos formateurs anciens vont avoir besoin d'une greffe de jeunes entre 16 et 20 ans ou 22 ans pour leur amener à faire un bond. Certes, M. Mahé a 1200 collaborateurs. Combien il y en a qui sont des formateurs en intelligence artificielle? Pas plus que moi sur mes 5000 agents de la formation du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, sur aujourd'hui, 32 écoles. Une des plus belles, il est juste ici à côté. C'est l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers d'Aix-en-Provence. 100 millions d'euros d'investissement. 600 chambres. Des plateaux techniques magnifiques. La bulle en intelligence artificielle. Et je me casse les dents depuis 2 ans à les faire bouger. Hein, j'ai fait des colloques, je suis allé sur place, j'ai essayé de développer, j'ai essayé de voir. Et à la fin, on m'a expliqué, monsieur le préfet, ce n'est pas dans notre plan stratégique. On est en 2022. On ne peut pas le faire. On a 22 millions de budget, mais on a déjà des difficultés. Donc, ce ne sera pas avant quelques années. Ah, ça a été une réponse, une organisation qui est 84. Alors, je ne le reproche pas. Je sais simplement que j'ai dû passer par un système alternatif et de temps en temps aller chercher des gens qui ont 18, 20 ans, 22 ans, qui n'ont qu'un blocage, qui ont un savoir de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans sur l'intelligence artificielle pour certains d'entre eux, parce qu'ils sont passés par l'école Scratch. Après, ils sont passés par le lycée d'enseignement technique, où ils ont fait les choses tout seuls. Et un des messages que je suis arrivé à vous apporter aujourd'hui, c'est que vous avez toute la ressource autour de vous, et en partie parce que vous avez une des universités les plus puissantes qui était présente aujourd'hui, qui s'appelle Aix-Marseille Université, 3300 docteurs. Et donc là aussi, il y a un travail énorme à faire pour, donner confiance aux formateurs de l'AFPA courant, qui va enseigner dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans l'intelligence artificielle. Et ça ne lui posera aucun problème. On va lui dire dans ton secteur, la menuiserie, la restauration, le ciment,
L'électricité, tu as le cours de niveau 2 à faire d'IA. C'est toi qui le fais. Tu prends 3 heures ou tu prends 15 heures? Tu débrouilles. Voilà, tu as tes modules. Il sera capable de faire ça. Il a besoin, en tout et pour tout, entre 2 et 10 jours de formation pour intégrer la formation à l'intelligence artificielle et être au niveau normal de formateur. À côté de ça, il vous faut des formateurs de niveau 4 ou 5 qui tirent l'AFPA vers le haut, mais que vous vendez à l'unité, c'est une journée. Et cette journée-là, elle est facturée à un tarif salé. Et bien entendu, quand on voit votre colloque, vous avez tout. ProbaIS était là, je ne sais pas si notre grand barbu, M. Derrien, était là, mais enfin, il vient avec 60 formateurs du service public qui sont prêts à venir vous aider ici, pour que si vous avez un industriel qui vous dit quelque chose, je ne sais pas faire, ben, il n'y a aucun problème. Il suffit d'aller à Grenoble ou d'aller dans les entreprises de Polysie ou ailleurs, de leur dire l'intérêt de la Polysie, de Grenoble, c'est qu'on est dans le service public, qu'ils ont le même ADN que vous. Certes, ils ont un statut de secteur privé, mais c'est une entreprise de service public, tous les clients sont du service public ou quasiment, et ils sont notamment spécialisés quasiment sur le système prédictif et la sécurité industrielle. Puisque derrière toute cette intelligence artificielle, c'est l'augmentation du niveau de sécurité dans la société. Ce qu'on a vu dans ce colloque, c'est un point commun entre l'histoire des capteurs d'électricité de Polysie et ce que le jeune homme autodidacte a inventé tout ça. C'est-à-dire qu'on augmente la sécurité dans notre société par des capteurs, et ces capteurs ont besoin de techniciens spécialisés ou généralistes qui sont capables de vérifier si ça marche, si ça ne marche pas, de changer ce qu'il y a donné, de calculer les biais, et de temps en temps donner quelques orientations à un data scientist qui certes un peu mieux payé qu'eux, pas nécessairement beaucoup plus. Je pense que demain, le technicien spécialisé intelligence artificielle data steward sera plutôt payé comme un ingénieur moyen que payé comme un technicien aujourd'hui. Au final, on est tous là pour favoriser la modernisation du territoire, pour aider notre pays à avancer. Le pays a besoin de l'AFPA. On a besoin d'une rapide modernisation en 4-5 ans de l'AFPA pour préparer la France de 2030. Et ça signifie que si tout l'AFPA doit bouger dans les 4-5 ans, les pionniers qui vont être à Istres, bah, ils ont quelques mois pour bouger. Et pour bouger en quelques mois, on s'engage. Je suis venu ici avec une dizaine de collaborateurs de la DMIA, c'est beaucoup. Il n'y a pas d'autres territoires en France dans lesquels on va faire ça. C'est l'arrondissement d'Istres. Et tout ça pour faire en sorte que si vous voulez construire des produits, qui sont des produits AFPA, vous ayez des briques gratuites du service public du ministère de l'Intérieur, parfois un tout petit peu payantes dès qu'on va chercher des choses dans le groupe industriel La Poste, mais avec des tarifications qui sont acceptables, que bien entendu, vous puissiez aussi vous appuyer sur la rive sud, puisque M. Drin, qui est assis au milieu, il pèse quasiment 150, 300 formateurs potentiels en intelligence artificielle. Il y a 6 ans, il n'était rien, voilà, dans ce secteur. Donc il avait une... Non mais, je veux dire, la bataille est courte. Vous pouvez partir de zéro, dans 4 mois, vous avez 3 produits, dans 1 an, vous avez un catalogue de 10 produits, à condition d'avoir les bonnes alliances. Et cette journée se conclut sur une chose, c'est la qualité des alliances. Je crois que la qualité de nos discussions, de nos rapports, de nos points a été forte. Il y a 24 organisations qui ont été présentes à l'AFPA d'Istres, avec à chaque fois un président, un responsable, un directeur général. Istres a été effectivement, aujourd'hui, le centre en France de la réflexion stratégique sur l'intelligence artificielle dans le secteur public pour la formation professionnelle des adultes. Il faut que le service public aille à la même vitesse que le secteur privé, et pas que dans 4-5 ans, nous ayons un vrai problème de débat sur l'avenir de l'utilité de l'AFPA, parce que l'AFPA n'aura pas pris le virage de l'intelligence artificielle. Donc on a eu la chance d'avoir ici des responsables nationaux de l'AFPA qui se sont déplacés, qui ont fait parmi les meilleures études, mais les études sont intervenues juste au moment de la fin de la Covid, et entre le moment où les études ont été livrées et 2022, il y a 2-3 ans qui se sont passés, il n'y a pas eu de fabrication de produits en intelligence artificielle. Je voudrais simplement conclure aussi sur les territoires, pour dire qu'en fait, n'attendez pas que ça vienne de Paris. N'attendez pas. Suivez le conseil du sous-préfet. Il y a plus d'intelligence à Istres, dans le territoire, et à côté à Marseille, et à Martigues. Hein, Martigues, 20 ans. Aix-en-Provence, 20 ans. Ce sont des jeunes qui sont là pour vous aider à avancer, et vous aurez un problème, c'est le
coaching inversé. Comment un formateur qui a 25 ans d'âge peut accepter que ce soit un jeune de 18 ou de 20 ans qui lui explique son job de demain? Pas facile, pas facile. Mais c'est ce qu'on a fait exactement avec Régis Passerieux quand on s'est formé il y a 4-5 ans en intelligence artificielle. Donc on a été dû demander des générations précédentes de nous expliquer comment ça avançait. Et donc il y a aussi une problématique de l'intergénération. Et j'ai un seul conseil sur lequel je conclue à M. Mahé. Choisissez les 12 pionniers de l'IA parmi vos 1200 agents. Ces 12 pionniers restent dans leur métier, mais on leur donne un séminaire de haut niveau, de formation au métier de formateur de l'AFPA, et ce sont ceux qui vont construire les 3 ou 4 premiers produits sur mesure. C'est peut-être une stratégie de l'offre au départ, puisque personne aujourd'hui n'attend l'AFPA dans le domaine de l'intelligence artificielle. L'AFPA n'a pas communiqué sur l'IA. Quand vous regardez AFPA intelligence artificielle, c'est quasiment des premiers événements nationaux qui se tiennent dans l'histoire. Et ça se passe à Istres avec vous. Vous avez assisté à une journée relativement historique. J'ai encore plus confiance qu'en décembre, quand j'ai vu l'équipe locale, quand j'ai senti le dynamisme de la MC Rolls, j'ai vu qu'il y a une ligne en haut qui était en appui, qu'une ligne latérale était en appui, qu'une ligne à côté était en appui. Je pense que l'AFPA Sud peut conduire notre pays à gagner la bataille de la formation de l'intelligence artificielle, qui est à gagner dans les 5 ans qui viennent. On a le temps, mais il faut démarrer tout de suite. Merci à tous. Merci, Monsieur le Préfet. Merci beaucoup pour la qualité de cette journée et pour le travail de votre équipe, la DMIA, en lien avec l'équipe de l'AFPA. Merci. Je n'ai pas de mot de fin par vous dire qu'on va faire une photo de la dernière table ronde et puis demander à Hugo de revenir. Hugo Pérez, merci à Antoine Mauvy aussi de venir, puisque la directrice régionale adjointe Sylvie Clément-Cotus et le directeur régional de l'AFPA, Alain Mahé, vont vous remettre des souvenirs de cette journée. Voilà. Merci. Pas de mot de la fin, à moins qu'Alain veuille dire encore un petit mot. Mais on vous remercie beaucoup. On remercie vraiment l'équipe de la DMIA. On remercie le sous-préfet d'Istres d'être encore avec nous pour cette conclusion. Et merci à toutes et à tous pour votre attention. Et à ceux qui nous ont suivis en ligne, pour répondre tout à l'heure à la question de Monsieur le Préfet, il y avait des gens de Cotonou aussi et de Dakar qui nous suivaient en direct.